il me semble que dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses plus politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisée. Simplifiée. Ou en tout cas, c'est ça. Ou en tout cas, simplifiée. Ou bien il s'agissait de savoir quels étaient les fondements juridiques pouvant légitimer un pouvoir politique, ou bien il s'agissait de définir le pouvoir dans une fonction de simple conservation ou reconduction de rapports de production. Oui. Alors, il s'agissait de la question philosophique du fondement ou de l'analyse historique de la superstructure. Ceci me paraissait insuffisant, m'a paru insuffisant pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que je crois, et un certain nombre de choses dans les domaines un peu concrets, j'ai essayé d'analyser, le montrent, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Bon. Deuxièmement, la question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre. La déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens que l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je mets le mot gouvernement entre guillemets, mais évidemment un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel statut on leur a donné? Où est-ce qu'on les a placés? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins apportés aux malades? C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc de gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastorat ecclésiastique. Pour le pouvoir ecclésiastique, pour le pouvoir politique, il est venu un moment où ça a été très important. Et où par exemple maintenant, pour prendre une chose, un exemple très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté.
Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement, de la surveillance et du contrôle. Par toute une série de régulations subtiles, souvent, on arrive en effet à conduire la conduite des gens, ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on redoute, etc. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai voulu étudier. Puis je vous dirais ceci, c'est que, bon, on a l'habitude de dire que l'expression de l'individualité, par exemple, ou l'exaltation de l'individualité est une des formes de la libération de l'homme. Moi, je me demande si c'est pas le contraire. J'ai essayé de montrer comment l'humanisme était une espèce de forme, était cette espèce de fabrication de l'être humain selon un certain modèle, et que l'humanisme ne fonctionne absolument pas comme libération de l'homme, mais au contraire, comme enfermement de l'homme à l'intérieur d'un certain type de formes qui sont toutes commandées par la souveraineté du sujet. Dans la mesure où se pose à moi, de façon peut-être un peu obsessionnelle, ce problème de la limitation, de l'exclusion, de l'assujettissement, du rapport de force et de subordination, bon, il est évident que le problème de la justice, de la loi, de la pénalité, de la police, de la prison, etc., sont pour moi des problèmes très très importants. Je me suis demandé si finalement nous ne nous faisions pas, nous autres occidentaux, de bien grandes illusions sur nous-mêmes. Nous nous imaginons volontiers que nous sommes une civilisation très tolérante, que nous avons accueilli toutes les formes du passé, toutes les autres formes culturelles étrangères à nous, que nous accueillons aussi toutes les déviations qui sont de l'ordre du comportement, du langage, de la sexualité, etc. Moi, je me demande si ça, c'est pas une illusion. Autrement dit, pour pouvoir connaître la folie, il a fallu l'exclure.